Alors, où allons-nous comme ça? Alors on va aller dans la zone du Grand Brûlé ce matin. On va se retrouver sur l'une des coulées de 2004. Bon, je dis bien l'une des coulées parce qu'en 2004 il y a eu 4 éruptions différentes. Et on va accéder dans l'entrée de l'un des tunnels de lave mis en place justement par cette éruption de 2004. Donc ça va être notre destination la plus lointaine et on va revenir tranquillement dans la matinée sur Saint-Joseph. En 2007, une énorme coulée en 2007 qui a duré plusieurs jours. Donc c'est une coulée énorme. La fissure est partie en gros à 600 mètres d'altitude. Elle a rapidement atteint la mer et on estime le débit de lave aux alentours de 130 millions de mètres cubes de lave. En largeur, on a pratiquement 1,2 km. Il faut imaginer la lave qui coule à l'intérieur du tunnel et tout d'un coup, comme si on fermait le robinet plus haut, en amont de la sortie de la lave, et bien, ça fait que le volume de lave baisse d'un coup, quoi, et on a les traces de l'ancienne coulée, du niveau de l'ancienne coulée, là où on est assis actuellement. Alors, ce que tu vois là, c'est l'un des plafonds du tunnel avec toutes ces petites gouttes de lave qui se sont figées. Et il continue comme ça sur pratiquement un peu moins de 2 km, avec souvent des hauteurs de plafond beaucoup plus importantes. On se rend compte qu'on est dans un milieu qui est quand même extraordinaire, à préserver, mais aussi très fragile. L'idée de devenir guide m'est venue à travers ma pratique de la course de montagne. Bon, à La Réunion, on a un formidable terrain de jeu, et donc je faisais pas mal de courses auparavant, et il se trouve qu'à l'issue d'une blessure, je me suis mis à la randonnée, parce que je ne pouvais plus vraiment courir. Donc quand on fait de la randonnée, je me suis rendu compte qu'on avait plus de temps pour observer les choses, pour comprendre comment s'étaient mises en place les choses. Et au fil du temps, ça m'a pris de m'intéresser à cela, et puis de le partager avec les autres. C'est pour ça que je me suis orienté vers cette formation d'accompagnateur en montagne, bon, afin d'une part d'allier le plaisir et le travail, et moi qui aime bien partager l'environnement avec les autres et sensibiliser certaines personnes à notre terre, je suis là, on va dire, sur mon élément. Il y a des endroits où quand tu marches, tu sens qu'il y a une résonance dessous parce qu'il y a encore un morceau de tunnel. Donc tu sens que sous tes pas, il y a un bruit particulier. Donc des fois, il faut commencer à, même si on ne sait pas tout, il faut commencer à faire attention où on met les pieds, quoi. Moi, quand j'emmène des gens, je leur dis bien, écoutez, moi je vous emmène, j'ai pris des éléments, des informations en amont, je vois par rapport à la météo, est-ce qu'il n'a pas plu pendant plusieurs jours avant, et ainsi de suite. Moi, seulement quand je pars, bon, il y a quelqu'un qui sait que, hop, exactement dans quelle entrée je vais faire aujourd'hui, quel tunnel, quelle entrée, et quand je pars, j'envoie un texto pour dire, bon, un texto banal, entre guillemets, pour dire fin de visite de tunnel, quoi. Parce que si par exemple la personne, là on est rentré vers 8 h on va dire, si la personne à midi, elle n'a toujours pas de mes nouvelles, elle peut se permettre de s'inquiéter, quoi. Alors ça ne veut pas dire que, qu'est-ce qui pourrait nous arriver? Qu'à un moment donné, on a un morceau de roche qui tombe, qui nous empêche de sortir dans l'absolu. Mais si on sait où on est parti, donc les secours seront encore plus aptes et plus rapides à venir nous récupérer. Bon, ça c'est une approche professionnelle, hein, je veux dire, même sans tomber dans le côté professionnel, que chacun pourrait mettre en place, quoi. On ne s'impose pas. Quand je vais dans un tunnel de lave, j'ai l'impression d'être invité chez le volcan. Et lorsqu'on est un invité chez quelqu'un, eh ben, on s'efforce de tout faire correctement, sans aller casser les meubles de son hébergeur, je dirais. Enfin, de respecter tout, quoi. Faire attention à la moindre petite parcelle de roche, parce que c'est beau, il faut que ça dure, quoi. J'ai pas encore tout découvert, et c'est ça qui est intéressant dans mon travail, dans mon métier, c'est que d'une part, eh ben, je peux m'investir, on va dire, un peu aventurier régulièrement, parce que je découvre de nouvelles choses, et découvrir de nouvelles choses, c'est permettre aux gens, aux curieux,
qui me permettent de vivre quelque part, parce qu'ils viennent me voir, ils me font confiance, donc permettre à ces curieux de découvrir autre chose. C'est super enrichissant, vous savez, de faire ce type de travail. Donc une fois que la lave elle a traversé, il faut attendre 4-5 semaines pour que ça refroidisse superficiellement pour commencer les travaux. Là, on n'est plus dans la zone de l'enclos. Donc là, la végétation, c'est ce qu'on appelle une forêt primaire des bas. On peut penser que c'est la végétation qui était là avant que l'homme arrive. Normal qu'il fasse aussi chaud parce que le soleil tape sur du basalte noir qui récupère beaucoup de chaleur et qui le restitue sous nos pieds. Donc c'est pour ça qu'il fait aussi chaud, c'est pour ça que toutes ces couleurs foncées qu'on a là, évidemment, ce sont des capteurs de chaleur. Bon, là on est sur la coulée de 2007. Je pense que la lave en fusion, on va plutôt la trouver un peu plus haut, si on peut en avoir encore. On ne peut pas réellement parler de lave en fusion, ça commence quand même à se solidifier. Mais à ce niveau-là, bon, comme on a un contact journalier, quotidien, de chaque minute avec la mer, à ce niveau-là, je pense que la lave, ça y est, quoi. Elle est bien solidifiée, c'est même plus de la lave, maintenant on parle de basalte, de roche volcanique. Effectivement, plus haut, comme on a des longueurs, des hauteurs de lave d'une 50aine de mètres, bon là on a encore de la lave, on a encore beaucoup de grosses chaleurs. Sachant que pour que 10 mètres de lave refroidissent, il faut pratiquement un an. Donc 50 mètres égale 5 ans. C'est pour ça que la route, on doit forcément la refaire régulièrement, parce que dessous ça bouge, quoi. Voilà. On va à Vincent d'Eau. Vincent d'Eau, ça fait partie de la commune de Saint-Joseph. On va essayer de voir les gens qui pique-niquent parce que le pique-nique est devenu une institution pour les locaux. Et on va voir un peu comment ces gens, ces familles se retrouvent les dimanches et jours fériés pour passer d'agréables moments autour d'un bon carré. Dans tous les endroits de l'île, quoi. On fait un peu de... dans les bas de l'île surtout, pas dans les hauts. Ça dépend, l'été on va dans les hauts, oui, voilà. L'hiver on vient dans les bas, c'est un petit peu chaud. C'est un peu notre plaisir, non? De vivre comme ça, en famille toujours. Toujours en famille. Il y a aussi des amis, mais souvent en famille. Il aime d'ailleurs chez lui, chez nous, c'est lui qui fait la cuisine plus souvent. Il le joue. Tous les jours il fait la cuisine. Et il y a aussi mon Jean aussi qui fait la cuisine, enfin mon frère. Les hommes aiment faire la cuisine chez lui. Ben, c'est comme ça, hein. Et puis nous, en tant que femmes, ben, on a un peu plus de liberté quand les hommes prennent en main la cuisine. Il n'y a pas autant de moustiques que la France dit, il ne faut pas venir à La Réunion parce qu'on a le chikungunya. Et vous voyez, on est très bien, un peu partout. Nous, on peut bien aller en France, mourir sur l'autoroute,
ou dans un coin ou d'une maladie, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas venir. Ah oui, c'est pas... Venez chez nous.